Ce monde est devenu un étrange enfer rempli de monstres invulnérables aux armes ordinaires. Le seul espoir de l'humanité repose sur quelques élus dotés de super-pouvoirs. Le plus fort d'entre eux est Eka, mais même lui n'est pas tout-puissant. Et trahi par une organisation, piégé avec des monstres, il est mort. Heureusement, il a aussi régressé dans le temps avant l'apocalypse. Il est né dans le corps d'un bébé, conservant ses connaissances sur les monstres et son pouvoir principal, qui lui permet d'absorber les capacités des monstres qu'il tue. En regardant autour de lui, il réalise qu'il est devenu un bébé. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, un pied en chausson entre dans sa chambre. Ka se met immédiatement en alerte, se recroquevillant dans le coin de son berceau alors que l'inconnu se penche sur lui. Son esprit est en émoi alors qu'il essaie de déterminer qui est cette personne et si elle fait partie de l'organisation. Mais la femme se penche avec un regard aimant et l'appelle à chant. Cette étrange femme est sa mère, venue vérifier qu'il est éveillé. La femme retourne à la cuisine en voyant qu'il va bien. Ka, maintenant à chant, prend un moment pour observer. Tout est paisible et propre, contrairement à son ancien monde. La télé est allumée et il entend des gens dehors. Il n'y a pas de monstres dehors. C'est clairement une époque de paix. Se retrouver ici en tant que bébé signifie qu'il a été réincarné. Il est dans un autre monde où la catastrophe ne s'est pas produite. Et surtout, il n'y a pas d'organisation ici. Pour la première fois depuis longtemps, Achan va goûter à la liberté. Malgré tout ce qu'il a traversé, le dieu du destin ne l'a pas abandonné. Ce jour sera toujours mémorable comme celui des nouveaux commencements. Il regarde le calendrier et voit que l'année est 2020, ce qui signifie qu'il s'est réveillé avant la grande catastrophe. Ce n'est pas bon, car il ne peut rien faire avec son corps de bébé. Il ne peut même pas se lever sans s'accrocher et ses petits membres ne soutiennent pas son corps. Sa gorge lui semble étrange par rapport à son ancien corps, donc il ne peut pas parler. C'est terrible, car le temps presse. Il n'a pas le temps d'être un bébé normal, alors que le monde est sur le point de sombrer dans l'apocalypse. Achan regarde sa mère et se demande si elle est quelqu'un sur qui il peut compter. Plutôt que de compter sur elle, peut-être peut-il juste l'utiliser comme une marionnette pour atteindre ses objectifs. Même si elle ne semble pas très fiable, c'est la seule adulte à sa disposition. Il se demande si elle est au moins flexible, mais plusieurs boîtes tombant de l'étagère suffisent à prouver le contraire. Elle n'est pas douée de ses mains non plus, empilant une quantité impossible de farine dans un bol en cuisinant. Elle n'est pas douée pour cuisiner et elle faillit mettre le feu à la maison en essayant de préparer le petit déjeuner. Il est évident qu'elle ne sait rien faire, mais elle essaie au moins de prendre soin de son bébé, même avec ses cheveux brûlés par le feu qu'elle a causé. On dirait déjà la fin du monde et l'avenir de sa nouvelle vie semble difficile. La sonnette retentit et sa mère va ouvrir la porte pour recevoir un colis qui vient d'arriver. Avant d'ouvrir la porte, elle doit retrouver son portefeuille pour payer la livraison. En partant chercher son portefeuille, Achan essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il a entendu ce mot. La dernière fois qu'il a entendu parler de colis, c'était quand des livreurs apportaient des paquets à beaucoup de gens. Ces livreurs étaient aussi infectés, et cela avait fini par être une situation terrifiante. Alors qu'il commence à réaliser ce que cela pourrait vraiment signifier, la porte s'ouvre lentement et une voix goule vient de l'autre côté, l'incitant à prendre le colis. Lorsque la porte s'ouvre complètement, c'est comme Achan l'avait prévu. La personne de l'autre côté est infectée et est devenue un monstre livreur. Achan doit se défendre, même avec son corps de bébé. La seule chose à sa disposition est le biberon que sa mère lui a donné et un coussin. Il prend le coussin et le lance au sol quand soudain le monstre lance une attaque directement vers sa tête. L'explosion puissante traverse le berceau et Achan attrape son biberon avant de s'échapper rapidement du berceau et d'atterrir sur le coussin qu'il a jeté au sol. Il va sans dire que si une explosion comme celle-ci le touche, il est définitivement mort. Heureusement, il a suffisamment d'expérience de combat contre les monstres de sa vie passée. Et de cette expérience, il sait qu'il n'a aucune chance de battre son adversaire actuel. C'est un monstre amplifié et de plus, les tentacules sur sa tête semblent encore plus dangereux. Mais une chose qu'il sait, c'est que les monstres puissants comme ceux-ci sont terribles pour faire des virages serrés. Il lance légèrement son biberon sous le monstre et il trébuche dessus en se précipitant vers lui, volant au-dessus de sa tête et s'écrasant à travers la fenêtre. Pour la première fois, Achan est réellement reconnaissant pour toutes les batailles brutales qu'il a traversées dans sa vie passée. Alors qu'il célèbre sa victoire, une queue pousse dans son dos et se précipite par la fenêtre après le monstre. Elle atteint le corps sans vie allongé dans la rue et dévore le noyau du monstre comme un être vivant. Achan attrape la queue et l'observe alors qu'elle grignote le noyau du monstre. Il lui est familier, car c'est l'aptitude qu'il avait dans sa vie précédente, la queue de Toadi. C'est un pouvoir puissant, mais il n'a aucune idée de pourquoi il l'a encore après sa réincarnation. La grande catastrophe doit se produire dans 4 ans, et Ka dans sa vie passée est né 3 ans après cela. Il ne sait pas
Une autre chose chanceuse est que plus quelqu'un active son pouvoir jeune, plus il sera puissant. Pour le tester, il transforme sa main en une lame aiguisée et l'utilise pour frapper son berceau, le pliant instantanément. Dans sa vie passée, il a éveillé son pouvoir de Rantès à 7 ans, mais comme il a ce pouvoir en tant que nourrisson, il deviendra cette fois le légendaire Triple S-Rank. C'est son ticket vers la richesse, la célébrité et les belles femmes. Dans ce cas, il n'a pas besoin de rester ici et de jouer le rôle d'un bébé ignorant. Alors qu'il s'éloigne pour commencer sa nouvelle vie, le berceau qu'il a plié commence à tomber, visant directement sur lui. Achan essaie de se déplacer, mais son corps lui fait défaut et il reste immobile. Le berceau en métal finit par se fissurer et commence à tomber sur le côté. Et la dernière chose qu'il voit avant de fermer les yeux, c'est sa mère courant désespérément vers lui alors que le berceau tombe. Il se souvient de sa vie passée et de son maître impitoyable qui lui a imposé de nombreuses épreuves horribles. L'homme l'a forcé à faire des choses dégoûtantes, comme manger de la nourriture pour chien pour survivre. Tout cela prouvait qu'il n'était qu'un chien de l'organisation. Achan grince des dents, furieux d'être traité de chien de l'organisation. Il se réveille lentement sous les rayons du soleil. Il semble avoir perdu connaissance après avoir vaincu le monstre. En se redressant, il aperçoit sa mère assise près de lui, écrivant dans un livre. On dirait qu'elle a réussi à le sauver. Mais pourquoi a-t-il perdu connaissance? Le pouvoir de son aptitude semble trop fort pour son corps. Il l'a utilisé 30 secondes et cela l'a épuisé, le laissant complètement sans défense. Pour l'instant, il doit devenir plus fort s'il veut pouvoir gérer à nouveau ses pouvoirs. Alors qu'il pense à cela, il entend sa mère pleurer. Il jette un œil au livre qu'elle lit et il est couvert de notes autocollantes. Sur la page, elle écrit qu'elle a failli perdre son trésor. On dirait qu'elle parle de lui. Il y a aussi une vilaine contusion sur son dos et il est probable qu'elle l'ait reçue en le protégeant. Sa mère de sa vie passée aurait été heureuse de le vendre à l'organisation pour un profit rapide, et pourtant cette femme a risqué sa vie pour le protéger. Il tend une de ses petites mains pour la réconforter et dès qu'elle sent son toucher, elle se penche et l'attrape dans une étreinte serrée. On dirait que cette femme est différente de l'autre et cela le décide à rester avec elle un moment. Quoi qu'il en soit, il n'a pas beaucoup de temps, le monde changera en moins d'une semaine. Le prochain monstre est déjà en route et il doit pouvoir se battre plus de 30 secondes pour protéger son nouveau foyer. Dehors, un laveur de vitres frissonne de douleur alors qu'une bave bleue s'écoule de ses yeux, de sa bouche et de son nez. La bave glisse et entre dans les canalisations en dessous de lui, se dirigeant vers un endroit précis. Alors qu'Échon réfléchit à ses prochaines étapes, sa mère lui apporte quelque chose couvert d'une couverture rouge. Elle retire la couverture pour révéler un chien dans une cage. Elle l'a pris chez leur voisin pour qu'il ait un compagnon. Échon se souvient du chien de sa vie passée. C'était un chien féroce et il ne pensait jamais le revoir dans cette vie. De plus, le chien est bien trop grand pour être le compagnon d'un bébé. Cependant, cela pourrait être une bonne chose pour Échon. Sa mère est un peu étourdie, mais elle peut parfois être utile. S'il entraîne correctement le chien, il pourrait devenir un allié puissant et même un moyen de transport. Avoir un grand chien n'est peut-être pas si mal après tout. Sa mère sourit en voyant le petit sourire sur son visage. Elle a l'air d'avoir pris la bonne décision et cela le rend heureux. Elle les laisse jouer pendant qu'elle s'occupe d'autres tâches à la maison. Échon fixe le chien, se demandant ce qu'il va en faire. Pour l'instant, il doit d'abord le nourrir. Il lui donne une saucisse de la cuisine et lui ordonne de manger. S'il la mange, Échon deviendra son maître et l'entraînement pourra commencer. Malgré la tentative du bébé de former un contrat avec le chien, il semble trop simple d'esprit pour comprendre ce qu'ils font. Alors que le chien se penche pour prendre la saucisse, Échon lui écrase la tête, montrant la différence dans leur dynamique de pouvoir. Cependant, même si le chien ne comprend pas ce que dit le bébé, cela ne signifie pas qu'il tolérera le manque de respect. Il frappe Échon avec ses deux pattes bien placées au visage, envoyant le bébé voler. Puis il se détourne pour profiter de sa saucisse, mais le bébé ne va pas laisser passer ça. Échon se lève pour attaquer le chien avec un cri de bataille. Il se jette sur le chien et tous deux se battent pendant que la mère rit de leur pitrerie. On dirait qu'ils sont déjà devenus amis. En cuisinant, elle réalise qu'il lui manque de la farine. Lorsqu'elle se penche pour essayer de la trouver, un monstre de bave bleue surgit de l'évier et se dresse au-dessus du chien et du bébé qui se battent, visant directement la femme qui cherche encore de la farine pour cuisiner. Le monstre de bave s'élève dans les airs, visant la mère d'Échon. Le chien se précipite vers le monstre avant qu'il ne puisse blesser la mère. Il la pousse dans le placard de l'évier juste avant que la bave n'attaque. Heureusement, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe derrière elle. Échon regarde la scène avec un air peu impressionné. Le monstre est bien trop faible pour causer de réels problèmes, mais cela reste embêtant à gérer. Son liquide rend les attaques de coupure et de poignard inutiles. Sa mère essaie de sortir du placard, mais elle est plus préoccupée par la douleur dans sa tête,
ne réalisant même pas la bataille intense qui se déroule entre le chien et le monstre derrière elle. La bave commence finalement à envelopper le chien et commence à se transformer en quelque chose de différent. Héchon doit agir vite avant que les choses ne dégénèrent. Il se souvient de ses batailles passées que le monstre de bave est faible face à la sécheresse, il doit donc trouver quelque chose pour le dessécher. Il remarque immédiatement sa bouteille remplie de lait en poudre, l'ouvre et la lance au monstre. La bave recule et rétrécit avant de rebondir dans la pièce, perdant de l'humidité à cause du lait qui l'a mise en panique, et elle réagit à cause de ça. Héchon profite que le monstre ne bouge plus pour le piéger sous une poubelle. On dirait que tout s'est calmé et le chien et sa mère sortent la tête de derrière le comptoir. Sa mère renverse alors accidentellement de la farine sur eux, les rendant encore plus désorientés. À cause de la farine renversée, sa mère se dépêche de se laver avant que cela ne tache ses vêtements. Pendant ce temps, Héchon savoure d'avoir attrapé un monstre. Les baves servent de répulsif naturel contre les monstres. S'il réussit à en étendre sur les fenêtres, cela dissuadera les attaques futures. Soudain, la poubelle commence à bouger, et la bave bondit de dessous, profitant du silence pour s'échapper. Le chien se met devant elle avant qu'elle ne puisse s'éloigner trop, et Héchon se précipite pour essayer de la piéger à nouveau, mais elle parvient à s'échapper. Cette fois, elle évite complètement d'être piégée sous la poubelle. Avant de partir, elle leur fait un doigt d'honneur en glissant par la fenêtre. La bave est venue chez eux d'elle-même et a causé le chaos, puis a eu l'audace de tenter de partir seule. Elle peut être faible, mais elle est trop arrogante à leur goût, ce qui les rend trop en colère pour la laisser s'échapper librement. Héchon prend un parapluie à proximité comme arme et monte sur le chien comme un destrier de confiance. Il est temps de chasser le monstre avant qu'il ne s'éloigne trop et ne cause encore plus de problèmes. Il n'y a pas moyen de la laisser s'échapper pour qu'elle puisse causer plus de problèmes pour eux ou pour les autres à l'avenir. Ils descendent au rez-de-chaussée de l'immeuble et voient la bave perchée sur le toit d'un bâtiment. Elle laisse tomber son liquide sur la tête d'une fille qui passe, et elle lève les yeux juste à temps pour la voir sauter et essayer de l'avaler. Héchon et le chien se précipitent à son secours pendant que le bébé essaie de réfléchir à quoi faire. S'il utilise sa propre force, il ne pourra certainement pas tenir tête à la bave, mais s'il la laisse se nourrir librement de la fille, l'endroit finira par devenir une mer de sang. Ce genre de scène, Héchon en a déjà vu assez dans sa vie passée. Le chien est juste assez rapide pour atteindre la fille à temps et sauter au-dessus d'elle, tandis qu'Héchon ouvre le parapluie et bloque la pluie de bave avant qu'elle ne puisse frapper la fille. La bave n'est pas découragée et saute du parapluie, visant cette fois à attaquer directement le chien et le bébé. Puisqu'Héchon ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant un court laps de temps, il a une seule chance de détruire le monstre en un instant. Il lance un coup de poing renforcé avec ses pouvoirs, perçant immédiatement le monstre et le détruisant. La bave explose et tombe sur la zone, complètement vaincu, tandis qu'Héchon et le chien se tiennent victorieux après cette courte bataille. Heureusement, il était à temps pour sauver la fille avant qu'elle ne devienne de la nourriture pour la bave, mais elle a vu utiliser ses pouvoirs et elle a l'air terrifiée. Sans perdre une seconde, la fille s'enfuit sans se retourner. C'est compréhensible, vu la scène qu'elle vient de voir. Plus difficile à imaginer, c'est combien de temps il mettra à nettoyer ce désordre. Sa queue sort de sa couche et va absorber la bave éparpillée dans la rue. On dirait que la queue a le pouvoir d'absorber l'habilité d'un autre monstre. Dans sa vie passée, la seule façon pour qu'elle d'absorber une nouvelle capacité était de l'échanger avec l'ancienne. Cependant, maintenant, la queue mange rapidement tout le liquide de bave éparpillé et transforme le pouvoir ancien. Il teste le pouvoir en formant une boule de bave dans sa main, et il semble vraiment que les deux pouvoirs coexistent. Dans sa vie passée, K a fait de son mieux pour s'assurer qu'il changeait ses capacités le moins possible pour ne pas se faire attraper par l'organisation. Cela a fini par être sa perte à la fin, mais cela ne change pas le fait qu'il est étrange que la queue de Tao Te ait évolué d'elle-même. Cela pourrait probablement être à cause de son âge. Plus une personne est jeune lorsqu'elle commence à développer des capacités, plus la puissance de la capacité est forte et plus la personne peut s'y adapter rapidement. K est devenu un utilisateur éligible à 10 ans, mais tous ceux plus jeunes que lui sont morts. La plupart des enfants ne peuvent pas survivre aux toxines des monstres, et ils finissent tous par mourir dès qu'ils y sont exposés. Mais maintenant, K est même plus jeune que tous les autres candidats potentiels de sa vie passée, ce qui signifie que son potentiel de croissance est incalculable. Pendant qu'il réfléchit à la façon de faire les choses, le chien le ramène chez lui en toute sécurité. Il descend de son destrier de confiance et utilise ses nouveaux pouvoirs de bave pour recouvrir la zone, s'assurant qu'aucun monstre ne viendra plus chez lui. Mais rien que cela l'a déjà complètement épuisé. Il est inutile de penser à de nouvelles capacités, car son endurance est trop basse pour utiliser ses pouvoirs. Cependant, il n'a pas trop à s'inquiéter pour l'avenir, car les monstres ne devraient plus les déranger grâce à sa barrière de slim. On s'effondre.
On dirait que le chien est enfin prêt à se venger de l'humiliation d'avant. Il se penche et attrape H. On par le col de sa chemise. Un instant, le bébé pense qu'il va être transformé en nourriture pour chien. De retour dans l'appartement, sa mère sort de la douche, enfin débarrassée de la fleur qui a coulé plus tôt. Elle se dirige vers le salon pour voir comment va son fils et le trouve blotti avec le chien sur le sol. Bien qu'il semble blotti, H. On lutte férocement contre le poids du chien sur lui. Les heures passent, et le bébé parvient à se libérer de sa prison moelleuse pour protéger l'appartement. Il réussit à recouvrir les fenêtres, les bouches d'aération et les tuyaux de drainage avec son slim spécial. Même si une catastrophe majeure frappe, ils seront en sécurité un moment. En faisant cela, il comprend l'état actuel de la queue de taudis. Apparemment, elle peut stocker jusqu'à 4 capacités à la fois, contrairement à sa vie passée où il devait échanger une pour une autre. Pour l'instant, il peut utiliser la queue de taudis et ses pouvoirs de slim, mais seulement pendant une trentaine de secondes. Pour se préparer à une catastrophe majeure, il doit faire d'autres choses. L'une des premières choses dont tout survivant a besoin dans l'apocalypse, ce sont des fournitures. La principale cause de décès après la catastrophe n'était pas les monstres, mais la famine due à la logistique perturbée, entraînant une course désespérée pour les ressources. Si quelqu'un parvient à constituer des réserves tôt et à éviter le conflit, cette personne peut même créer des partisans et avoir des alliés pendant les moments les plus dangereux de la catastrophe. H. On doit s'y préparer au plus vite, mais en tant que bébé, il y a des limites à ce qu'il peut faire. Les supermarchés sont bondés, et bientôt, les lieux seront remplis de monstres. Si une personne est infectée, la maladie se répandra rapidement sans espoir de ralentir. Avec son corps actuel, H. On ne pourra certainement pas gérer une grande horde seule, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits d'où il peut obtenir des fournitures en ce moment. En réfléchissant à d'autres options, le téléphone de sa mère sonne sur la table du salon. Il va voir qui c'est et voit des messages arriver du groupe de discussion du propriétaire. Heureusement, son téléphone n'est pas verrouillé, il peut donc facilement l'ouvrir et voir ce qui se passe. Les gens discutent d'un étrange virus qui se propage et comment les personnes infectées deviennent des monstres. Il est clair qu'ils ne connaissent pas encore la gravité de l'apocalypse qui approche, et H. On n'est plus qu'heureux de les éclairer un peu à ce sujet. Il crée discrètement un compte et entre dans la pièce, informant les gens qu'une grande catastrophe arrive et qu'ils doivent se procurer des fournitures avant que tout ne devienne chaos. Bien qu'il essaie de les aider avec des instructions précises, il est clair que personne ne le croit. Le fait qu'il n'ait même pas encore de profil, puisqu'il vient de créer le compte, ne l'aide pas non plus. En tant que bébé, il n'y a rien qu'il puisse faire, et les forums en ligne ne l'aident pas non plus. À ce rythme, ils finiront tous par mourir avant même que l'organisation ne se forme. Une demande d'amis arrive soudainement sur le téléphone. Il l'accepte par curiosité, et la personne de l'autre côté va droit au but, lui disant qu'elle veut faire un marché avec lui s'il cherche vraiment des fournitures. Le nom d'utilisateur est Hot, et cela semble familier au bébé. C'était le même nom qu'une femme qui travaillait pour l'organisation et qui s'appelait aussi Hot. Son intuition est juste, et la personne de l'autre côté de l'écran est bien celle à laquelle il pense. Elle se détend dans une pièce remplie d'ordinateurs et de gadgets tout en lui envoyant des messages. On dirait que les choses vont devenir très intéressantes pour elle. Il est clair que celui avec qui elle parle est une personne très prudente. Avant de faire un quelconque marché, ils veulent entendre son plan. Parler avec eux est déjà devenu très problématique, et ils n'ont même pas échangé beaucoup de mots, alors elle décide d'être directe et de lui faire une proposition dans l'espoir de conclure leur accord. Elle lui propose de lui donner toutes les fournitures qu'il veut, que ce soit de la nourriture, de l'eau, de l'armure ou autre chose. La seule chose qu'elle mettra à prix est toute information dont il a besoin. Cela coûte 100 millions de yens, mais pour Hot, le transport est aussi un problème, alors elle propose de lui donner l'information dont il a besoin. S'il lui donne 20% des fournitures qu'il collecte, le ton de sa voix et le prix de départ de 100 millions de yens semblent plus adaptés à un écolier. Logiquement, il n'y a pas moyen que cette personne soit autre que la Hot qu'il se souvient de l'organisation. Il continue de discuter avec elle, lui demandant pourquoi il devrait lui faire confiance et pourquoi accepter les négociations. Hot lui demande s'il veut devenir un ennemi au lieu d'un allié. Elle préférerait qu'ils s'entendent plutôt que de se quereller ou de se méfier l'un de l'autre. Le bébé acquiesce et demande où se trouve l'endroit pour récupérer les fournitures. Elle lui dit qu'elle a mis l'information dans une boîte aux lettres au rez-de-chaussée de l'immeuble où il vit. L'organisation n'est pas encore formée, donc Hot n'est pas encore une exécutive. Pourtant, elle reste une femme dangereuse qui manipule les gens pour son profit. Une fois qu'elle a repéré sa cible, elle utilisera tous les trucs qu'elle connaît pour exploiter la personne au maximum. Il n'y a aucune chance qu'elle veuille s'entendre avec quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer. Elle veut juste l'attirer dans un piège en utilisant l'information comme appât. Cette fois, cependant, Achan est au courant de ses astuces
L'ascenseur a des caméras de sécurité, et il ne veut certainement pas révéler son identité si facilement. Il se concentre donc sur les escaliers. En arrivant, il réalise qu'il y a un problème avec son plan. Il est toujours un bébé, et les escaliers sont trop difficiles à gravir avec son corps actuel. Dans ce cas, il doit compter sur son compagnon moelleux. Il se tourne vers le chien endormi sur le canapé, sachant que c'est son seul espoir d'atteindre cette boîte aux lettres. Hachan essaie de réveiller le chien en tirant sur sa queue, mais le chien n'est pas amusé. Il repousse Hachan avec sa queue, en voyant le petit garçon voler avec une joue rouge, et Hachan pensait d'avoir réussi à apprivoiser la bête, mais il semble qu'il ne soit toujours pas en bons termes. Hachan aperçoit quelque chose sur le comptoir de la cuisine qui pourrait l'aider. C'est une boîte de friandises, et il devrait pouvoir l'utiliser pour attirer le chien à l'aider. Il verse quelques friandises dans ses mains et les amène à son nez. En quelques secondes, le chien se lève et accepte immédiatement l'accord. On dirait qu'en dépit de son visage sévère, le chien est en fait facile à satisfaire. Avec son transport assuré, il doit maintenant atteindre l'endroit où Ott a laissé l'information avant que sa mère ne se réveille. Il traverse l'immeuble sur le chien et arrive aux boîtes aux lettres. Dans l'une des boîtes aux lettres, une lettre rose dépasse. C'est évidemment ce qu'il cherche. Mais il y a aussi une caméra surveillant la zone. Il est évident que Ott veut utiliser la caméra pour confirmer son identité. Si cela arrive, ces informations seront vendues et il perdra son avantage. Ott ne s'attaque pas aux inconnus, donc Hachan doit préserver son anonymat. Il doit simplement la dérouter. Le bébé active ses pouvoirs, étirant des filaments rouges dans la pièce et scrutant les environs pour détecter le suspect. En plus de la caméra de sécurité, il découvre 3 autres caméras cachées, probablement posées par elle. Il est clair qu'elle veut désespérément révéler son identité. Ott rit dans sa salle informatique, impatiente de voir qui tombera dans son piège cette fois. Cependant, sans personne près de la boîte aux lettres, elle reçoit une confirmation de son contact qu'il a déjà collecté l'information. Elle scrute désespérément les vidéos, mais elle ne voit qu'un chien qui traîne près de la boîte. Elle ne sait pas qu'à côté du chien se trouve la cible de son agacement, essayant discrètement de lire la lettre. Il a réussi à repérer le point mort de la caméra et utilise son compagnon à fourrure pour se cacher et lire la lettre. Il attrape le flyer dans la boîte aux lettres et s'enfuit sans être vu. Le flyer l'informe d'une vente en liquidation dans un supermarché à proximité, c'est probablement là qu'il doit aller. En lisant le flyer, Ott bombarde son téléphone, lui demandant de révéler qui il est. Il la provoque en lui disant qu'il révélera son identité si elle lui donne 100 millions de yens. Cela la met encore plus en colère, car cet inconnu la sous-estime clairement, et elle veut qu'il le regrette. Elle active un système de surveillance araignée caché dans un drain et lui ordonne de scanner tout le bâtiment. Le dispositif araignée est équipé d'une caméra et il est résistant à la poussière, à l'eau, aux températures, aux aimants, à la vitesse et aux chocs électriques. L'araignée se dirige vers Hachan et le chien, mais elle est immédiatement écrasée par une paire de pantoufles moelleuses venant derrière eux. Ott crie de douleur alors que son robot à 30 millions de dollars est détruit en quelques secondes. C'est sa propre mère qui a détruit l'araignée en venant les chercher après un moment sans nouvelles. Ott pleure la perte de son dispositif, mais la fonction audio semble encore marcher. Elle entend une voix féminine de l'autre côté, puis réalise que la fonction d'appel fonctionne aussi, ce qui signifie qu'il devrait pouvoir l'entendre. Elle prend le micro et essaie de menacer celui qui est à l'autre bout, leur disant qu'ils n'ont pas gagné juste parce qu'ils ont écrasé son araignée. Maintenant qu'elle a entendu leur voix, elle peut exposer tous leurs messages et leur sombre passé sur Internet. Elle continue à les provoquer, mais celui qui est à l'autre bout ne répond pas. Au lieu de cela, il continue à parler à quelqu'un d'autre, commentant qu'il porte des vêtements légers et pourrait attraper froid. C'est alors que Ott réalise que la personne à l'autre bout ne peut pas l'entendre et qu'elle parle toute seule. De plus, après avoir fait quelques recherches, même avec son vaste réseau, elle ne parvient pas à découvrir qui est la personne de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, ils sont complètement cachés, et elle n'en a aucune idée. Pendant ce temps, on rentre à l'appartement avec sa mère. Elle le gronde d'être sorti tout seul et lui dit à quel point c'est dangereux. Pendant ce temps, l'araignée mécanique gît écrasée au sol, ne pouvant fonctionner qu'à 4% de ses capacités. Ott finit par recontacter on et lui dit qu'elle donnera les informations gratuitement ainsi que les fournitures. On dirait qu'elle a déjà abandonné, et c'est presque décevant de voir à quel point elle a capitulé facilement malgré tous les problèmes qu'elle a causés. À leur retour à l'appartement, on est étonnamment pardonné pour être sorti. Sa mère pense que le chien a ouvert la porte tout seul, et à cause de cela, il ne pourra pas utiliser le chien pendant un moment, et il a été attaché pour éviter d'autres incidents comme celui-ci. Selon Ott,
Un supermarché de style entrepôt ouvrira bientôt, ce qui signifie qu'elle va leur fournir des stocks qu'elle a volés à d'autres. Pour que Hot fasse cela si volontiers, elle se montre plutôt généreuse malgré tout. S'il veut rassembler des matériaux, il doit le faire rapidement. Mais d'abord, il doit trouver un moyen d'atteindre le supermarché. Il a laissé un flyer sur la table pour que sa mère le voie, mais elle ne l'a même pas remarqué. Il ne peut pas lui dire directement que la fin du monde approche, mais il doit faire quelque chose. En essayant de réfléchir à quoi faire, il entend parler du fait qu'il ne reste que 5 jours de lait. C'est une occasion parfaite, et il peut en tirer parti. Il renverse le verre de lait sur la table, puis fait semblant de dormir encore quand elle vient vérifier le bruit. Quand elle va nettoyer le lait, elle remarque enfin le flyer sur la table pour le supermarché. Elle le prend et commence à envisager d'y aller. Tout se passe selon le plan d'Échon. Le jour tant attendu du voyage à l'entrepôt arrive, et elle habille le bébé en vêtements roses, à son grand désarroi. Pendant qu'ils sont dehors, le chien est resté à la maison avec plein de nourriture à manger. Ils arrivent au supermarché, mais avant qu'elle puisse entrer, un agent de sécurité se précipite pour lui demander ce qu'elle fait dans le coin. Il lui dit qu'il y a une maladie infectieuse qui circule et que les gens doivent éviter de sortir. La mère essaie de lui dire qu'elle veut juste acheter du lait en poudre pour son bébé, mais l'agent ne veut rien entendre de ses excuses. C'est un fonctionnaire, et Échon sait que le gouvernement va bientôt disparaître, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de ce genre de choses longtemps. L'agent fait cela seulement parce qu'il a reçu des ordres, et il lui dit de rentrer chez elle. Pendant qu'il lui parle, il ne remarque pas le monstre qui s'approche derrière lui jusqu'à ce qu'il mette sa main sur la tête de l'homme. En un instant, le monstre serre sa main, et la tête de l'homme éclate comme un ballon sanglant. Ensuite, il se tourne vers la mère et l'enfant sans défense. Ce monstre est beaucoup plus grand que tout ce qu'Échon a affronté jusqu'à présent, et c'est un type prolifératif, donc il n'a pas de point faible particulier non plus. Il ne veut pas révéler sa force, mais s'il n'utilise pas ses pouvoirs, lui et sa mère mourront ici. Il n'y a pas de temps à perdre, et il s'apprête à agir, mais sa mère le sort de la poussette et essaie de s'enfuir. Échon sait que fuir est inutile puisque cette chose appartient à une espèce complètement différente. C'est beaucoup plus rapide qu'un humain, et sa mère n'a aucune chance de s'échapper à pied. Alors que le monstre s'approche d'eux, Échon remarque une caisse d'extincteur sur le mur, et il utilise ses pouvoirs pour briser la caisse. Elle explose et couvre toute la zone de gaz. Le nuage soudain est suffisant pour qu'Échon se libère des bras de sa mère et attaque le monstre, l'envoyant voler et s'écraser contre un mur. Il a environ 30 secondes avant que la poussière ne retombe pour s'occuper de ce monstre. Pendant ces 30 secondes, il doit régler le combat avec ce monstre avant que sa mère ne réalise ce qui se passe. Sa mère est tombée dans les pommes à cause de l'attaque soudaine du monstre, donc il doit s'assurer de tout gérer avant qu'elle ne se réveille. Heureusement pour lui, elle est inconsciente à cause de l'impact précédent, mais le temps presse. Le type prolifératif a son noyau dans la tête. S'il parvient à frapper là, il mourra d'un coup. Pourtant, le monstre est toujours indemne après le coup qu'il lui a donné. Échon doit s'assurer de finir la bête d'un seul coup avant qu'elle ne puisse se relever et lui faire du mal, à lui ou à sa mère. Il n'y a pas de raccourci comme les autres fois. Cette fois, il va devoir se battre de front avec sa propre force. Heureusement, il peut au moins se tenir debout cette fois et n'a pas à ramper. Le monstre prend l'initiative et saute vers l'enfant, mais Échon parvient à esquiver avant qu'il ne puisse l'atteindre. Il utilise ensuite son pouvoir pour trancher le monstre avec de fins filaments de sa totalité. Il n'a pas réussi à éliminer le monstre, mais il a au moins réussi à le faire saigner après cette attaque violente. Les choses ne s'annoncent pas bien, mais Échon est sûr que c'est lui qui va gagner. Il se précipite pour attaquer à nouveau le monstre, cette fois convaincu de pouvoir au moins se défendre. Grâce à son petit corps, il esquive facilement la plupart des attaques et utilise le fil de sa totalité pour s'enrouler autour du monstre. Une fois au sol, il tire sur le fil, le tranchant instantanément. On dirait qu'il a l'avantage, mais il doit encore frapper le monstre à la tête pour le vaincre. Heureusement pour lui, avec un corps aussi grand, il est difficile de viser un bébé qui bouge vite. Il ne peut pas non plus utiliser toute sa force à cause de la vitesse à laquelle il doit se déplacer. FR. Pour le monstre, c'est comme essayer de chasser une souris. Échon parvient à le distancer et à l'épuiser, le rendant presque immobile. Tout cela grâce à l'expérience qu'il a accumulée dans ses anciennes batailles. FR. Grâce aux attaques incessantes du bébé, la puissance du monstre a beaucoup diminué, et un dernier coup devrait suffire. Mais il ne doit pas se laisser emporter. FR. Bien que le monstre soit affaibli, il utilise toute sa force pour attraper une épine de son dos et la lance sur le bébé avec une puissance incroyable. Échon esquive, mais l'épine lui coupe profondément le front. FR. Il s'éloigne, mettant une bonne distance entre lui. FR. Pour l'instant,
il doit penser à une autre stratégie, comme une attaque surprise, ou trouver un moyen de détourner son attention. Le temps presse, et il ressentira bientôt les effets de l'utilisation de ses pouvoirs. Il doit peut-être fuir et éloigner sa mère avant qu'elle ne soit blessée. FR. Alors qu'il essaie de réfléchir, il voit sa mère cherchant désespérément autour d'elle au rez-de-chaussée. Son temps est écoulé plus vite qu'il ne l'avait prévu, et elle s'est réveillée, cherchant désespérément à le retrouver. FR. En cherchant, elle se retrouve face au monstre et le fixe, choquée. Au lieu de fuir, elle plonge la main dans sa poche pour sortir quelque chose, et Échon crie désespérément de s'en aller, car elle ne pourra pas affronter le monstre seule. FR. Mais en tant que mère du protagoniste, elle a quelques astuces. Elle sort un pistolet à impulsion de sa poche et tire sur le monstre, le paralysant avec une décharge électrique. C'est peu conventionnel, mais c'est exactement la diversion que le bébé espérait. FR. Échon saute du bâtiment vers la rue. Juste quand le monstre se remet, il attaque sa mère, la projetant en arrière. FR. Alors qu'elle tombe au sol, détournant le regard du monstre, Échon descend du ciel avec une attaque massive, déterminé à en finir une bonne fois pour toutes. Le monstre lève les yeux juste à temps pour voir un bébé avec une énorme énergie accumulée sur sa jambe fondre sur lui à grande vitesse. L'attaque touche la tête du monstre, le brisant immédiatement et le tuant sur le coup. Sa mère est toujours au sol, inconsciente, tandis que le bébé s'approche d'elle pour vérifier son état. Même s'il n'est pas encore très attaché à elle, sa présence le protège de bien plus de dangers. Elle a risqué sa vie pour le sauver malgré le danger. Elle a encore beaucoup d'entraînement à faire avant d'être utile, mais il semble pouvoir lui faire confiance. En y pensant, les effets de son pouvoir le submergent et il s'effondre à ses côtés, perdant aussi connaissance. Lorsqu'il se réveille plus tard, il a un bandage sur la tête et un homme aux yeux étranges prépare une nouvelle couche pour lui. On ne reconnaît pas l'inconnu et, par instinct, il urine sur l'homme pour l'effrayer. Sa mère s'excuse rapidement, espérant que l'homme ne se vexera pas. Il essuie son visage et accepte qu'il a probablement juste effrayé le bébé. Il lui demande si elle s'entend bien avec le chien, et on dirait qu'elle connaît l'homme. L'homme est probablement l'ancien propriétaire du chien, et il la remercie de s'occuper de l'animal. On s'inquiète que sa mère ait vu le monstre qui les a attaqués, mais elle agit comme si de rien n'était. Il remarque que ses cheveux sont mouillés, ce qui signifie probablement qu'elle a encore pleuré en secret pendant qu'il dormait. L'homme lui dit qu'ils vont sortir pour faire des provisions et l'invite à les accompagner. Cela attire l'attention de On, qui réalise que faire des provisions avec l'aide d'autres personnes n'est pas une mauvaise idée. Avant de les suivre, il doit récupérer le cristal du monstre qu'il a vaincu. Il saute de sa poussette et se précipite vers les restes du monstre. En utilisant sa queue pour l'absorber, il acquiert immédiatement son pouvoir, une compétence de durcissement fusionnée à son sang. Ce n'est pas une mauvaise compétence, et maintenant il peut utiliser sa queue comme un bouclier. Mais avant de retourner à sa poussette, il remarque l'homme de tout à l'heure au téléphone. Il parle avec quelqu'un et semble dire qu'il et sa mère sont un fardeau. Il révèle aussi qu'il les emmène pour qu'en cas d'urgence, il puisse servir de leur et être un peu utile. Cet homme est clairement fou, et il a de mauvaises intentions. Il dit à son interlocuteur de prendre un autre véhicule et de ramasser plus de provisions. En écoutant la conversation, on heurte accidentellement le camion derrière lequel il se cache, et l'homme se retourne rapidement, prêt à attaquer quiconque l'écoute. L'homme s'approche de lui, s'attendant à voir une menace, mais il voit un petit bébé, ce qui le fait baisser sa garde. Il caresse son sur la tête et lui demande comment il est arrivé là. Puis il reprend son appel et dit à son interlocuteur que le bébé a entendu leur conversation. Mais cela ne l'inquiète pas, car il n'est qu'un bébé. De plus, comme on est juste un bébé, le tuer ne posera pas de problème. Le bébé penche la tête anxieusement en réalisant que l'homme est complètement fou. Ils montent tous dans une voiture et sa mère l'attache dans un siège de sécurité à l'arrière. Puis il se prépare à partir avec l'homme et 3 autres personnes. On ne fait pas confiance à cet homme fou pour conduire, mais il ne peut rien y faire. S'il pouvait au moins utiliser son pouvoir, il pourrait écraser l'homme fou en un instant et prouver qui est le plus fort. Les autres dans la voiture font connaissance, et sa mère essaie de lancer une conversation en offrant des collations. C'est incroyablement étrange que ces gens semblent si calmes malgré tout ce qui se passe. On se demande s'ils ont vu des images des monstres et pourquoi quelqu'un sortirait en ce moment. L'homme démarre la voiture et fait signe à la personne au complexe qu'il quitte. On réalise que leur manque de conscience est sans doute une forme d'autodéfense. Après tout,
voir des monstres ou des cadavres ne signifie pas que le monde s'effondre. Ils doivent agir normalement et cacher leur peur. Alors qu'il continue de conduire dans la ville, Miss Ling sort une boîte de sandwich à partager avec tout le monde dans la voiture. Les personnes à l'intérieur sont tous des résidents de l'immeuble où on et sa mère vivent. Il y a sa mère Lin Ji-in-yu, résidente de la chambre 502. Ensuite, il y a Denko, résident de la chambre 103, et Ryukazon, résident de la chambre 104. Sa mère continue d'offrir des collations aux autres dans la voiture en route vers le supermarché. Ryukazon demande à sa mère comment elle parvient à élever un enfant seul, malgré la difficulté. Après tout, elle est jeune et belle, et il ne semble pas qu'elle travaille. C'est aussi dangereux de sortir avec un enfant. Sa mère avait d'abord pensé à le laisser à la maison, mais elle a remarqué que chaque fois qu'on est seul, il commence à agir de manière folle. Elle a dû l'emmener avec elle après y avoir bien réfléchi. On essaie inconsciemment de dire à sa mère d'arrêter de parler, alors qu'elle soupire en pensant à tout le chaos causé par son enfant ces derniers jours. L'un des hommes à l'avant est Shine Minoru, de la chambre 504. Le conducteur commente que Ling est utile au combat, surtout qu'elle a réussi à abattre un grand monstre avec son tasé. Ils ont aussi amené le chien dans le camion qui les suit, donc ils ont un peu de puissance d'attaque supplémentaire si besoin. La mère de On ne se souvient pas de ce qui s'est passé et ne réalise pas que c'est son enfant qui a tout fait. En conduisant dans la ville, le conducteur sent que quelque chose ne va pas. Il devrait y avoir plus de monstres, mais c'est vide. Soudain, il aperçoit quelqu'un courant sur la route, cherchant clairement de l'aide. Alors qu'elle court, cherchant un endroit où se cacher, le mur d'un bâtiment voisin explose et une main se tend vers elle. Puis elle est soudainement submergée par plusieurs monstres à la fois. Le conducteur leur dit de s'accrocher alors qu'ils manœuvrent pour éviter une collision avec les monstres et la fille. La voiture et le camion dérivent pour éviter la foule de monstres et passent sans encombre. Le chien aboie à l'arrière pendant que les monstres s'acharnent sur la fille et la tirent au sol. Elle crie à l'aide alors que les monstres s'accumulent sur elle et l'attaquent. La journée a été vraiment chaotique depuis que On et sa mère ont quitté leur maison. Ils sont entourés de monstres et on prend un moment pour analyser la situation. Les monstres à tête de bug qui entourent la voiture ont tous des marques de piqûres sur le cou. Le maître de tous les monstres doit être un type de cyborg. Les manipulateurs de parasites sont des monstres parasitaires, capables de transformer des humains en cyborgs. Leur pouvoir est faible individuellement, mais en grand nombre, c'est différent. Tant que le manipulateur est libre, les monstres cyborgs continueront de se multiplier. Il faut s'échapper immédiatement. Les autres monstres insectes qui ne s'acharnent pas sur la pauvre fille commencent à s'approcher de la voiture pour attaquer ceux à l'intérieur. Ils sont beaucoup trop proches pour le goût du conducteur, et en quelques secondes, l'un des monstres parvient à briser le pare-brise. On regarde autour de lui et sait qu'il est tout à fait possible qu'ils survivent tous à cette situation, mais il doit les repousser rapidement avant qu'ils ne deviennent trop nombreux. Malheureusement, il ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant 30 secondes, et s'il les gaspille ici, tout sera fini. Il regarde autour de la voiture et se demande si l'un des passagers peut se battre. Ryu regarde désespérément la fille qui se fait battre et dévorer par les monstres. Elle crie aux autres dans la voiture de ne pas perdre de temps et de la sauver. Cela énerve immédiatement On, qui réalise qu'elle va être un fardeau pour eux à l'avenir. Au lieu d'essayer de trouver un moyen d'aider tout le monde, elle pleure pour qu'on la sauve. Il pourrait aussi bien la laisser, car elle n'est pas utile au combat. Shine Minoru leur dit qu'il ne devrait pas aller sauver la fille. Elle a déjà la même blessure que tous les autres monstres sur le cou, ce qui signifie qu'elle est probablement déjà perdue. Shine Minoru a des yeux perçants, mais il est probablement trop vieux pour se battre. Le conducteur demande s'ils doivent foncer, mais s'ils le font, ils doivent d'abord s'occuper des monstres avant d'être tous éliminés. On n'aime pas cette idée, car ça semble les mener à leur perte. Ils ne peuvent pas compter sur lui quand ça compte vraiment. Le conducteur du camion derrière est sûrement pareil. Denku prend un objet dur dans la voiture et annonce qu'il va aider comme il peut. Il a l'air faible, mais il pourrait aussi devenir fou sans prévenir. Il essaie de dire qu'il n'a pas peur, mais il n'est clairement pas fiable. Il semble qu'il n'y ait vraiment personne dans la voiture capable de combattre les monstres. Sa mère sort son arme de son sac. Quand Den entend qu'elle va dehors avec son arme, il décide qu'il n'a plus besoin d'y aller. Alors qu'il parle, un objet pointu transperce la voiture, touchant Den à la poitrine. Il est projeté hors de la voiture comme une poupée. Des griffes aiguisées s'enfoncent dans le côté de la voiture et un autre monstre insecte montre sa tête terrifiante à l'intérieur, plantant immédiatement une griffe dans Ryu, la tuant sur le coup. On dirait que c'est le corps principal de tous les cyborgs. Il devait
Il n'est pas assez rapide pour l'arrêter avant qu'il ne s'approche d'elle, mais au lieu de la piquer, le dard transperce la banquette. Il se tourne vers l'avant pour voir Shine Minoru retenir le monstre. Shine Minoru réalise que cette créature doit être le chef de tous les monstres. Le monstre se retourne et essaie de le piquer au visage, mais il attrape le dard et le brise à la place. Il est clair que cet homme est exceptionnel, puisqu'il a réussi à battre le chef des monstres à main nue. Le monstre crie en s'enfonçant son propre dard dans le cou. Puis, alors que les cris du monstre s'éteignent, il meurt, et Shine Minoru lâche son corps sans vie, le laissant tomber au sol. En s'essuyant le visage, il se plaint de vieillir. Pendant ce temps, Yan le regarde avec admiration, réalisant que le vieil homme est une vraie force, mais il comprend que le combat n'est pas encore terminé. Le monstre au sol a une seconde phase, et ils ne peuvent pas baisser leur garde. Yan ne sait pas qui est ce vieil homme, mais viser le cœur ne suffit pas à tuer le monstre. Comme il s'y attendait, le monstre se redresse à nouveau, prêt à attaquer. Il n'a pas de voix pour parler, alors il doit trouver un moyen de prévenir le vieil homme avant que ça ne tourne mal. Il crie aussi fort qu'il peut, ce qui fait que le vieil homme se retourne et évite de justesse une attaque sournoise du monstre insecte. Le vieil homme a déjà vu ça dans la division de combat spécial. Il réalise immédiatement que le monstre ne mourra pas en lui plantant un dard dans le cœur. Cela explique pourquoi l'homme est si fort. Ancien de la division de combat spécial, il a l'entraînement pour affronter ces monstres. Il sort de la voiture pour attaquer le monstre. On dirait qu'il ne va pas mourir facilement avec des méthodes simples, alors Shine Minoru décide d'utiliser toute son énergie pour écraser le monstre une bonne fois pour toutes. Il saisit le monstre par la tête et frappe son genou dans son visage, faisant craquer le crâne sur le coup. Rien qu'avec ce peu de combat, il est évident qu'il a des connaissances de combat raffinées, et sa décision d'attaquer la tête a été rapide. Il aurait dû réaliser plus tôt que le vieil homme venait de l'armée et qu'il avait des compétences spéciales au-delà des autres dans la voiture. Dans sa vie passée, quand il était le chien de l'organisation, bien que l'armée ait déjà été anéantie à son époque, il avait entendu des rumeurs selon lesquelles, après l'effondrement du gouvernement, l'armée était devenue la plus grande force de résistance contre les monstres. Ils étaient les ennemis de l'organisation à l'époque. Mais parmi eux se trouvait la division de combat spécial, au cœur de l'unité centrale. Après un entraînement particulier, ils étaient une épine pour l'organisation. Grâce aux efforts de l'homme, ils peuvent enfin aller au supermarché chercher des fournitures. Sa mère suggère d'abord qu'ils rentrent chez eux, mais Shine Minoru rejette immédiatement l'idée, lui disant que s'ils rentrent, quelque chose d'autre pourrait se produire, donc ils doivent continuer d'avancer. On dirait qu'ils ont enfin une personne fiable dans leur équipe, mais maintenant Eshon doit trouver comment le rallier à leur cause. Peut-être peut-il envoyer un faux ordre militaire, ou faire du chantage pour qu'elle lui envoie des infos, ou simplement s'accrocher à l'homme et le forcer à les protéger. L'idée d'utiliser l'homme pour son propre profit fait sourire le bébé. Pendant qu'il réfléchit, l'homme lui tapote la tête. Puis, il dit à Misselin de rester près de lui avec Eshon pour les protéger. Elle acquiesce et promet de ne pas être un fardeau et de le suivre assidûment. Il lui dit de ne pas s'attendre à trop de sa part, qu'il veut juste les aider. Elle le remercie pour son aide précédente en abattant le monstre-chef, mais il lui dit de ne pas en parler. Après tout, si Eshon n'avait pas crié plus tôt, il serait sûrement mort à cause de l'attaque du monstre. Puis il dit au bébé que plus on est fou, plus on désire le profit, comme s'il pouvait lire dans ses pensées égoïstes. Eshon croise les bras et décide d'accepter paisiblement l'aide de l'homme, mais il sait que la personnalité de Shine Minoru finira par être sa perte. Ils atteignent enfin le supermarché qu'ils visaient depuis le début, mais la porte est fermée. On dirait que c'est leur jour de repos. L'annonce disait que le supermarché serait ouvert, mais l'endroit est clairement fermé. Eshon sait que Hot est une experte en hacking et qu'elle a probablement fermé le supermarché à distance. Soudain, la porte s'ouvre et le conducteur leur explique qu'il a demandé à un ami d'ouvrir la porte à distance. En disant cela, il sourit et montre son téléphone, leur rappelant de remercier son ami plus tard. Cela rend Eshon suspicieux, et il sort discrètement le téléphone de sa mère pour vérifier. Il ouvre les messages et voit que Hot lui a envoyé un message disant qu'elle a vu leur voiture sur la caméra de sécurité et a ouvert la porte. Cela prouve que le conducteur connaît Hot. Cela complique beaucoup les choses pour lui, car Hot et le conducteur sont tous deux très suspects à ses yeux. Ils entrent finalement dans le supermarché, et Eshon est juste fatigué d'avoir enfin atteint leur destination. Le supermarché est immense et il y a beaucoup de fournitures dans l'entrepôt. Il n'y a aussi aucune caméra dans les parages, donc le bébé n'a pas à s'inquiéter d'être repéré en utilisant ses pouvoirs. Puis il remarque que le vieil homme a amené un support d'armes. C'est à prévoir d'un ancien soldat de la division de combat spécial, mais maintenant qu'ils sont dans le supermarché, l'homme qui les a guidés tout ce temps a soudainement disparu. Il n'y a aussi apparemment aucun personnel dans le supermarché,
donc il n'y a aucun moyen d'acheter ou de faire la caisse. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qu'ils doivent faire dans l'entrepôt, ils entendent des applaudissements venant d'ailleurs dans le bâtiment. Ils regardent en avant et voient l'homme de tout à l'heure souriant, tapotant les boîtes autour de lui. Puis il déclare que tout dans le magasin a déjà été acheté par son organisation. Le moment que K redoutait le plus est enfin arrivé. La personne devant lui n'est autre qu'un membre de l'organisation. Même le chien de K ne l'aime pas, car il commence à aboyer furieusement. Le conducteur révèle enfin son vrai visage, confessant qu'il les a tous utilisés pour accéder au supermarché. Maintenant qu'il en a fini avec eux, il est temps de s'en débarrasser comme de la vieille ferraille. Pendant son monologue vantard, K aperçoit immédiatement un tatouage sur le bras de l'homme, un signe clair qu'il appartient vraiment à l'organisation. Avec une lueur sombre dans les yeux, l'homme déclare que le supermarché appartient désormais à la East Lotus Society, sa voix remplie de menaces. Sa menace s'adresse surtout aux vieux militaires. En sortant une arme de sa poche, il leur ordonne de ne pas bouger. Le nom de l'organisation attire immédiatement l'attention de K. Il réalise que cette branche est loin d'être ordinaire. Ce sont 4 coureurs chargés d'appliquer le projet de chasse. Ils répandent déjà leurs crimes avant même que la calamité ne commence. C'est sûrement pour ça qu'ils rassemblent des provisions, sentant le désastre imminent. K comprend maintenant pourquoi il avait un mauvais pressentiment à propos de cet homme, quelque chose dans son ton suffisant. Mais peu importe qui il est, le bébé K est prêt à l'affronter. Pendant ce temps, Lynn et le vieux réalisent rapidement la gravité de la situation et remarquent les sbires autour d'eux. Mais le vieux est prêt, il prend immédiatement une pelle et la lance sur le générateur. Elle frappe avec force, s'enfonçant dans la machine qui pourrait exploser à tout moment, et le bruit d'une potentielle explosion commence à résonner. Le conducteur, cependant, reste calme, ce que le vieux ne manque pas. Au moment suivant, l'homme sourit et sort une télécommande pour contrôler le chariot. Le vieux comprend que la situation lui échappe. Il se jette sur le conducteur, mais au dernier moment, une pile de cartons le repousse. L'instant d'après, le vieux fait face au canon d'une arme. Avec un ricanement, le membre de l'organisation dit qu'il ne laissera pas un vétéran militaire s'échapper si facilement. Il lui ordonne de ne pas bouger. Mais Lynn, arme en main, intervient et lui dit de s'éloigner du vieux, sinon elle tirera. Elle veut connaître ses intentions. L'homme, clairement amusé, réalise à quel point elle est désespérément naïve de ne pas avoir compris la situation jusqu'à présent. Il lui demande même si elle le croira innocent après qu'il ait abattu. Lynn, toujours dans sa bulle joyeuse, propose de partager les provisions comme pour un pique-nique. Il rit de sa naïveté, presque impressionnant. Elle agit comme si elle contrôlait tout. Il lui rappelle alors quand il a laissé le chien avec elle, pas par gentillesse, bien sûr. Mais quand il est allé chercher l'argent, le propriétaire était déjà mort. Il s'est dit qu'il pourrait aussi se débarrasser du chien. C'est alors qu'elle est arrivée, et il a trouvé ça amusant de voir comment elle jonglerait avec un chien adulte et un bébé. Étonnamment, ça a bien marché. Mais maintenant, avec son arme prête, il rejette l'idée de partager les provisions, il n'y en a tout simplement pas assez. L'instant suivant, tous ses sbires pointent leurs armes sur eux. Le patron déclare que des faibles comme Lynn doivent mourir. Ce moment déclenche un souvenir chez K, lorsqu'il était sous le contrôle de l'organisation, n'ayant d'autre choix que de manger des rats pour exprimer sa faim. À l'époque, il était méprisé comme ça. Il sort de sa rêverie quand son chien se prépare à attaquer les sbires. K lance la slim sur le générateur, provoquant une panne. L'obscurité engloutit tout et le patron crie d'arrêter de tirer jusqu'à ce qu'il trouve de la lumière, tout en levant son arme. Profitant de l'occasion, K active son pouvoir et s'apprête à le frapper quand le vieux intervient soudainement, donnant un coup de pied au patron à la place. K et le vieux se regardent avec étonnement. K comprend que c'est sa malchance d'être vu par le vieux, qui fait partie de l'armée. Finalement, il pourrait le considérer comme un monstre, et il y a un vrai risque qu'il soit transformé en sujet de recherche à cause de ses pouvoirs. Comme prévu, le vieux pense la même chose en se demandant si K est un monstre. Juste au moment où il s'apprête à attaquer, le bébé K bondit sur une étagère supérieure, hors du champ de vision du vieux. Ce dernier allume sa lampe de poche. K voulait aussi allumer la lumière, mais il se méfie de lui. Il se moque, réalisant qu'il doit d'abord neutraliser le vieux. Mais son plan est interrompu par un bruit soudain qui alerte tout le monde. Il lève les yeux et voit une slim qui les distrait. Avec un sourire satisfait, K prend sa place habituelle dans un chariot et se prépare à profiter du spectacle. À sa grande surprise, la slim se transforme en double du vieux. Elle l'attaque, et bientôt tout le monde se retrouve à combattre ses propres clones. Le vieux, lui aussi, se prépare à se battre contre son double, maudissant entre
Il se retourne et voit K pleurer à proximité pendant que son clone essaie de grimper dans le chariot. Le vieux suppose qu'il a déjà vu ce clone. Cela signifie que le petit plan de K fonctionne parfaitement, alors qu'il verse des larmes de crocodile, attendant que le vieux intervienne comme un chevalier en armure brillante. Comme prévu, le vieux attaque le clone qui essaie d'atteindre K, mais il se frustre de le voir se reformer sans effort, grâce à sa nature visqueuse. Réalisant que la force brute ne suffira pas, il jette sa pelle de côté, décidant qu'il est temps d'adopter une nouvelle stratégie mieux adaptée pour gérer des monstres comme ça. Il ouvre sa boîte à armement et sort son arme. Pendant ce temps, Lin parvient à vaincre son clone avec un pistolet électrique, l'électricité étant une faiblesse connue des créatures visqueuses. K bat aussi son clone grâce à une pluie incessante d'attaques, une autre faiblesse connue. Finalement, le vieux détruit son clone avec une puissance de feu brut. Mais la bataille n'est pas encore terminée. Un autre clone visqueux se lance sur Lin, mais le vieux le tire au dernier moment. Cependant, la créature est toujours vivante, essayant de se reformer, mais le vieux continue de tirer, déterminé à l'éliminer. Il n'a peut-être pas complètement tué la créature, mais il lui a infligé de sérieux dégâts. Mais en même temps, le patron se relève aussi, prêt à attaquer, juste au moment où le vieux reste occupé à combattre la Slim. K jure entre ses dents, frustré par la situation. Il ne peut pas utiliser ses pouvoirs ouvertement, le faire pourrait exposer son secret. Il est surpris lorsque le patron le saisit soudainement et le prend en otage, avertissant Lin et le vieux de laisser tomber leurs armes. Ce que le patron ne réalise pas, c'est qu'il vient de rendre les choses plus pratiques pour notre petit malin. K active silencieusement son pouvoir de Slim et prend le contrôle d'un sbire du patron. Ce dernier déverrouille une grenade, provoquant une énorme explosion. Bien que le patron survive, il garde toujours K sous son emprise. K, profitant du chaos, aperçoit un cristal de première classe et le saisit rapidement avec sa queue avant que personne ne le remarque. Le patron, secoué et presque tué par l'explosion, se précipite dans une autre pièce et claque la porte pour se protéger. À l'intérieur, plusieurs autres sbires l'attendent. Le patron dit qu'il est temps de partir et ordonne de préparer la voiture. Les sbires s'exécutent immédiatement. À ce moment-là, notre garçon remarque un autre tatouage, gravé sur le cou de l'homme, révélant son nom. Maintenant, tout est clair pour K. Cette personne n'est autre que Lee, le véritable patron de l'organisation. C'est lui qui a fait de la vie de K un enfer dans sa vie précédente. À l'époque, Lee portait toujours un masque, d'où le fait que K n'ait jamais vu son visage. Qui aurait cru qu'il aurait la chance de le voir maintenant, en tant que bébé de surcroît? Le regard de bébé K est si intense que Lee le ressent réellement et le gronde avec irritation. L'instant suivant, une brume rouge commence à remplir l'air autour d'eux. Cela s'appelle de la poussière cramoisie, un phénomène dangereux dans ce monde infesté de catalyseurs, nocif pour tout être humain. Ceux qui entrent en contact avec elle meurent ou se transforment en monstres. Cela explique pourquoi, quelques instants plus tard, plusieurs des sbires de Lee commencent à se transformer en bêtes grotesques et chargent vers eux. Mais Lee, de manière cruelle, décide d'utiliser K comme appât pour les monstres. Sans hésiter, il jette le bébé dans la pièce avec les créatures et s'enfuit, le laissant derrière. K, comme d'habitude, comprend bien le plan, mais il est prêt à libérer son véritable pouvoir même avec un témoin présent. Il sort le noyau de sa poche et l'active. FR. Dans l'instant suivant, il se transforme en combattant adulte, prêt au combat. Le monstre charge, mais ses tentacules interceptent l'attaque sans hésitation. FR. Maintenant fusionné avec le noyau cristallin, ses capacités atteignent un nouveau sommet. Les monstres autour de lui ne sont presque plus que des ombres. Une créature tire un laser de son œil. Sans fléchir, qu'elle avance à travers le faisceau et transperce le corps de la créature. FR. Il est presque amusé de voir à quel point il contrôle son corps. Ses tentacules se déplacent avec une grâce mortelle, tranchant les monstres comme des légumes. Lee regarde la scène avec horreur. FR. Confus et secoué, il ne comprend pas l'identité de Kay, ayant raté la transformation de bébé à guerrier. Un regard à son visage pâle dit tout à Kay. Il sait que Lee ne le reconnaît pas encore. Cela le rend d'autant plus satisfait. Kay avance, les yeux sombres de détermination. FR. Il n'hésite plus. Le moment de la vengeance est enfin arrivé. Même terrifié, Lee se prépare à se défendre. Il sort son arme et tire sur Kay. Heureusement, Kay est plus rapide que la balle. FR. Bien que son corps transformé ne soit pas le sien d'origine, comparé à son apparence de bébé, la vitesse et l'agilité qu'il offre sont d'un autre niveau. Alors que Kay se rapproche à un pouce près, Lee suppose qu'il doit être un monstre, mais notre garçon ne lui laisse pas le temps de parler. FR. D'un mouvement rapide, il projette Lee à travers la pièce et l'écrase dans un coin. Crachant du sang, Lee murmure quelque chose sur une histoire qu'il a entendue, mais maintenant réalise qu'elle est vraie. FR. Lee sort une seringue et s'injecte un étrange médicament.
En un instant, son corps se déforme grotesquement en une forme monstrueuse. Fr. En observant la transformation, Kay réalise immédiatement que bien avant le grand catalyseur, l'organisation expérimentait déjà ce médicament, une formule conçue pour transformer les humains en monstres sans leur retirer leur santé mentale. Fr. Alors que le monstre grandit, Kay est terrifié. Il se jette sur lui, réussissant à bloquer l'attaque, puis riposte avec ses tentacules. Mais dès ce choc, il comprend que son adversaire n'est pas une menace ordinaire. Fr. Le monstre poursuit son assaut implacable avec des tentacules argentés que Kay évite de justesse. En observant ses mouvements, il réalise que cette créature voulait le piéger depuis le début. Fr. Un frisson lui parcourt l'échine en reconnaissant que c'est le même monstre qu'il a tué dans sa vie antérieure. Mais cette fois, il n'est plus la même personne. Il n'est plus cette version impuissante de lui-même, et il n'a pas l'intention de mourir à nouveau par cette bête. Fr. Avec une détermination renouvelée, il esquive chaque attaque avec une concentration aiguë et une énergie défiant. Soudain, une explosion retentit contre le monstre. Quand la poussière se dissipe, Kay aperçoit le vieil homme recharger ses armes avec des balles volées à la East Lotus Society. Fr. L'ironie n'est pas perdue pour lui. Le vieil homme utilise les armes du méchant pour une bonne cause. Pendant ce temps, Kay tente de comprendre ce changement soudain dans le combat. Le vieil homme vise le monstre à l'œil géant, qui est en fait Lee, toujours déguisé. Fr. En voyant les choses s'inverser, Kay sourit largement. Le jeu change en sa faveur. Lee se rappelle quand il a rejoint l'organisation. Fr. Quand un de ses représentants l'a attiré en l'avertissant d'une catastrophe imminente, elle a présenté rejoindre l'organisation comme son unique chance de survie. Elle lui a ensuite offert un médicament, en disant qu'il l'aiderait à découvrir sa vraie nature. Fr. À ce moment-là, en voyant le médicament, il n'est pas convaincu. Fr. Il pense déjà connaître sa vraie nature, mais une fois qu'il prend l'injection et éveille son côté monstrueux, il est convaincu qu'elle disait la vérité, car il est né d'un monstre qui prospère en exploitant les faiblesses des autres. Fr. Par exemple, quand il est enfant, il dit à une femme rondelette que son mari la trompe. En colère, elle l'entend l'appeler une vilaine cochonne. Fr. La femme, déjà peu sûre d'elle, le croit et se fâche contre son mari. Après avoir été frappé, il décide de divorcer. Fr. Quand il part, elle est dévastée par sa propre laideur perçue, et comme un ange gardien, Lee la tire dans son piège en promettant de lui présenter des gens qui ne la rabaisseront pas. C'est ainsi qu'il exploite les cœurs des gens, en gagnant leur confiance, puis en les drainant plus tard. Fr. Sa nature de fraudeur en a fait un escroc, un monstre en peau humaine. C'est pourquoi il est né comme un monstre de niveau 4, le trompeur Lee. Jusqu'ici, le monstre que voit notre garçon n'est que des hallucinations. Fr. Il voit le monstre qu'il a tué dans sa vie passée et est terrifié par la tromperie de Lee. Pendant ce temps, Lee décide de ne pas gaspiller son énergie et attend le bon moment pour riposter et gagner à la fin. Soudain, il est frappé par une balle et sursaute en voyant le vieil homme prêt à se battre à nouveau. Fr. Il est frustré par la longévité du vieil homme et l'attaque immédiatement. Mais le vieil homme reste caché, lançant des attaques sans se révéler. Lee attaque à nouveau, mais son coup est accueilli par une série d'explosions. Fr. L'affrontement génère beaucoup de fumée et de poussière, rendant la visibilité difficile. Profitant de la situation, K se glisse dans son angle mort. Quand K attaque, Lee jure fort, furieux d'être sorti de l'hallucination si vite. Fr. K s'avance et dit que Lee n'est qu'un escroc de niveau 4, incapable d'être spécial. Il attaque alors Lee avec ses tentacules, le faisant jurer contre eux. Fr. Dans l'instant suivant, Lee tente de créer une illusion autour de K, mais ça échoue. Frustré par cet échec, K se souvient d'avoir goûté à la mort dans sa vie antérieure à cause de l'hallucination. Tout en remerciant silencieusement Lee, il libère son plein pouvoir. Fr. Lee est terrifié lorsque K se jette sur lui à une vitesse incroyable. Lee saigne abondamment après l'attaque. K lui demande calmement s'il a fini, mais il sait que ce n'est que le début. Dans 2 heures, une nouvelle vague de poussière cramoisie frappera. Fr. Ce ne sera rien de ce que l'humanité a connu. Ce sera une marée déformée qui ouvrira les portes de l'enfer. Alors qu'il s'apprête à finir Lee, celui-ci tente de l'arrêter. K lui répond qu'il se moque de ses derniers mots et est déterminé à l'achever. Le vieil homme observe aussi. Fr. K comprend que Lee est un adversaire coriace, prêt à se battre malgré ses blessures. Il décide donc de l'achever en visant son cou. Juste avant de frapper, il est frappé par une illusion. Sa mère apparaît, suppliant, lui demandant s'il va aussi la tuer. Fr. Il hésite un instant, et ce moment lui coûte cher alors qu'il est frappé par une série d'explosions. Profitant de l'ouverture, Lee attaque à nouveau et K parvient à peine à esquiver. Alors que K se relève, Lee déclare que quoi qu'il arrive, Fr. Il lit clairement les pensées de K et prédit ses mouvements. Lee sait que K n'a qu'une attaque restante.
Notre gars pense à laisser Lee au vieil homme. Fr. En même temps, comme s'il lisait ses pensées, Lee esquive une balle tirée par le vieil homme et se moque de lui demandant s'il prévoit de rester là comme toujours. K jure dans sa barbe, réalisant trop tard que les armes normales ne fonctionnent pas contre un monstre de niveau 4. Fr. Lee, de plus en plus sûr de lui, pense percer les tactiques du vieil homme. Avec un rire menaçant, il déclare être un être divin et se dirige vers son cachette. Fr. Mais dès qu'il arrive, une grenade du vieil homme explose quand Lee s'y engage. Voyant Lee blessé, K loue les instincts aigus du vieil homme. Puis, il se demande où il est passé. Comme pour répondre, le vieil homme apparaît derrière Lee, prêt à attaquer. Mais Lee esquive au dernier moment. Il se prépare à contre-attaquer, mais K l'appelle pour le distraire. L'instant d'inattention permet au vieil homme de lui tirer dessus. Soudain, une vision envahit l'esprit de Lee, où il se voit gérer des faibles, des gens inférieurs. K lui montre un futur où il est toujours perdant, toujours inutile. K lui dit que c'est son destin. Furieux, Lee se saisit la tête et nie cette affirmation. Une autre vision montre qu'il s'incline devant d'autres dans une posture pathétique. Il refuse d'accepter cet avenir. Enragé, il frappe dans le vide et finit par se blesser. Au moment suivant, tous restent bouche bée en voyant que Lee s'est coupé la tête. K sourit en observant la scène. Il a enfin dupé le plus grand escroc de tous. Alors que la tête de Lee s'envole, il entrevoit à nouveau les souvenirs de K. Ses yeux s'écarquillent de peur en voyant le monstre devant lui. La seconde suivante, sa tête tranchée tombe au sol, et il crie à K de sortir de son esprit. Il hurle à K que c'est ce que l'avertissement sur le bébé signifiait vraiment. Le vieil homme jette un regard à K, son attention piquée. Lee continue, la voix tendue, que K est l'œuvre du désastre, surprenant à la fois K et le vieil homme. Lee avertit qu'en lançant cette révolution, K a renoncé à toute chance de vie normale. Désormais, l'organisation le traquera sans relâche. Avant qu'il n'en dise plus, un autre coup de feu retentit et Lee est abattu. K et le vieil homme se retournent vers la source. Une nouvelle silhouette sort de son jeep, expliquant calmement que si l'on ne tue pas son ennemi, on devient son propre ennemi. Au moment où K réalise que l'homme vient de l'armée, il se met en alerte. Le nouvel arrivant appelle le vieil homme « professeur », le créditant pour la leçon qu'il vient de donner. Son nom est Captain Lion, mais il est plus connu sous le nom de Snowwolf. Avant que l'élève et le professeur échangent des salutations, un autre monstre s'approche de Lion. Sans même broncher, il tue le monstre. Notre gars qui observe derrière la boîte est stupéfait de voir cela. À ce moment-là, le vieil homme demande à Lion d'être là intentionnellement car il compte rentrer chez lui pour s'occuper de son petit enfant. En sortant son téléphone, Lion supplie son professeur de retourner au quartier général, car ils sont en état d'urgence. Il lui montre alors une photo de sa petite fille, saine et sauve. Il lui rappelle que l'armée a besoin de son commandant. K réalise immédiatement que cet homme est le commandant suprême de l'armée. Puis, Lion demande au vieil homme s'il veut confirmer que sa petite fille va bien. Le vieil homme accepte de le suivre. K, quant à lui, est terrifié et ne sait que faire. En bougeant, il attire leur attention, et Lion se retrouve déjà sur lui, arme à la main. Heureusement, K s'est déjà transformé en bébé. Lion demande avec suspicion s'il est le monstre qu'il a vu un peu plus tôt. K, quant à lui, est terrifié, se demandant si Lion va lui tirer dessus. Mais le vieil homme intervient, informant son élève qu'il est celui qui a placé K là. En le prenant dans ses bras, il murmure à K de continuer à faire semblant. K commence alors à pleurer comme un bébé, ce qu'il est littéralement. Lion commente à quel point il s'accorde bien avec le bébé. Soudain, notre garçon sent une aura étrange émanant de Lee, on l'observe de près. À ce moment-là, il se demande s'il l'a déjà vu dans l'organisation. Plus tard, K est placé dans la nurserie avec les autres bébés. Lorsque l'infirmière le met dans le berceau, Lee on lui dit de retourner, et elle obéit sans poser de questions. En faisant semblant de dormir, K écoute tout cela et se demande où est le vieil homme. Il se demande aussi où il se trouve. Soudain, un bébé se met à pleurer, attirant l'attention de Lion. D'abord, il commente calmement l'énergie du bébé et lui demande de se taire. Puis, son ton change et il utilise son pouvoir pour l'endormir. Pendant ce temps, notre garçon regarde, les yeux écarquillés et horrifiés. Il se souvient que Lee on est une figure importante de l'organisation, avec le nom de Code Tank. De plus, il possède une capacité très rare et redoutable, capable d'exploiter et d'exploser le sang dans le corps de quiconque à volonté. Il sait que Lee on a utilisé son pouvoir sur le bébé, ce qui provoque une privation d'oxygène, rendant le bébé inconscient au lieu de s'endormir naturellement. K sait qu'il doit se méfier de lui, surtout après sa tentative de le tuer plus tôt. Maintenant,
À ce moment-là, Lion inspecte K et lui demande de se taire. K retient son souffle. Quand Lion s'éloigne, il pousse un soupir de soulagement. Avant de partir, Lion dit que c'est amusant. En partant, K regarde autour de lui pour vérifier qu'il est vraiment parti. Puis, il se lève d'un bond. Il se souvient de Li, un escroc capable de manipuler les esprits. K possède des capacités d'absorption divine qui forment une barrière pour protéger ses pensées de Li. Maintenant, pour se protéger contre Lion, il ajuste son flux sanguin, le ralentit et permet au faux sang d'être automatiquement absorbé. Après l'avoir observé, il regarde autour de lui les autres enfants et se demande s'ils sont aussi des Calamity Eggs. Ce n'est pas comme s'il n'était pas familier avec le terme. Il l'a entendu dans sa vie passée. Mais à cause de son statut inférieur à l'époque, il n'avait jamais eu accès à ce genre d'informations. Pourtant, il croit que Lion doit savoir quelque chose à ce sujet. Il analyse ensuite la situation avec l'armée, qui a été éliminée dans sa vie passée par l'organisation. Ses pensées dérivent vers le vieil homme, qui ne fait clairement pas confiance à Lion puisqu'il voulait vérifier personnellement sa petite fille. Il se demande aussi ce que Lion a fait en l'inspectant. Trop de pensées tourbillonnent dans son esprit. Puis, il se souvient de sa mère et de son chien, mais il repousse vite ses pensées. Il doit se concentrer sur son plan d'évasion et essaie d'ouvrir la porte avec son pouvoir, mais il ne peut pas l'utiliser. Il se souvient du noyau de cristal qu'il a obtenu plus tôt pour fusionner avec la capacité Dark Shadow. Pendant la fusion, il ne peut pas utiliser beaucoup de ses pouvoirs. Actuellement, il ne peut utiliser que Dark Shadow ou des God Barriers, qui l'aident contre les attaques mentales. Mais Dark Shadow est trop puissant et risqué dans sa situation. Il décide donc d'attendre pour comprendre les intentions des autres avant d'utiliser ses pouvoirs et de risquer d'être exposé. Faire semblant d'être un bébé a bien fonctionné jusqu'ici. Soudain, il voit quelque chose sortir d'un autre berceau. Il regarde un bébé dont les jambes se transforment en branches d'arbres. Ce bébé doit être un autre compatible comme lui. Puis, il remarque d'autres bébés avec diverses capacités. Il se souvient que dans sa vie passée, ces bébés étaient toujours enfermés. Maintenant, il réalise qu'ils sont tous dans un endroit similaire au sien. Soudain, une liane d'arbre le saisit et il ne peut pas se libérer. Il se demande un instant s'il doit utiliser ses capacités, mais un autre garçon l'interrompt en l'aidant à se libérer. C'est un petit garçon qui lui conseille de faire semblant de dormir. Il doit donc se comporter. Car recule en réalisant que le garçon n'a que 5 ans et maîtrise déjà ses capacités. Soudain, il jure en entendant un bruit derrière lui. Le garçon s'échappe et disparaît. K se retourne pour voir des infirmières entrer dans la pièce pour l'inspection. Il fait vite semblant de dormir sur le sol. L'infirmière en chef demande à rassembler tous les bébés. L'un d'eux le voit et le prend aussi. K se demande ce qui se passe vraiment et ce qu'il prévoit de faire avec lui. Après un moment, les infirmières placent tous les bébés sur le sol. Il ouvre légèrement les yeux et ne voit que l'obscurité les entourant. Une pensée glaciale lui traverse l'esprit. Vont-ils être forcés de se battre à mort? Ce ne serait pas surprenant, car c'était une tendance dans l'organisation durant sa vie passée. Il sent la présence de quelqu'un de l'organisation à proximité. Lentement, il commence à ramper avec d'autres bébés. En levant les yeux, il aperçoit Lion à l'étage supérieur. Avant de comprendre, il voit un monstre s'approcher d'un bébé. Au début, il suppose que ces bébés vont être la proie du monstre. En se souvenant, il n'y avait pas de bébé dans sa vie passée. Puis il remarque que le monstre est enchaîné, mais cela ne signifie pas qu'ils sont en sécurité maintenant. Il devine que les contraintes ne sont que temporaires et que le monstre sera probablement libéré plus tard. Tout le monde autour de lui a aussi peur de le voir. Le garçon d'avance avance, prend le bébé qui pleure et le place loin du monstre. En regardant autour des bébés et de Lion, il conclut maintenant qu'ils ont tous été rassemblés ici pour combattre le monstre afin d'éveiller de force leurs capacités. Le but de rassembler ces bébés ici doit être le plan de l'organisation connue sous le nom de Hunting Dog Plan. Après Lee, le plan est confié à Lion. À ce moment-là, Lion révèle qu'il faisait juste semblant devant son professeur. Puis il demande poliment à tout le monde de ne pas le décevoir et appuie sur le bouton pour commencer leur test. Ainsi, les contraintes du monstre se brisent et il se rue vers notre garçon, qui réussit à l'esquiver de justesse, mais se blesse à l'oreille. Il observe le monstre, qui semble de 2e niveau. Il est sûr de pouvoir le vaincre, mais doute pour les autres. Il regarde les autres, mort de peur. Un tout petit se met à pleurer, attirant l'attention du monstre qui se dirige vers lui. La fille à côté, effrayée, active son pouvoir de branche d'arbre. Plusieurs lianes s'enroulent autour du monstre. Qu'a fait un pouce le Son attention se tourne vers K,
qui n'a pas encore montré de capacité. Pourtant, il est convaincu que K est un utilisateur de pouvoir et qu'il activera ses capacités sous pression. Le monstre se libère des lianes et se prépare à libérer toute sa puissance. K est choqué par la gravité de la situation.